la mer qu'on voit danser le long des golfes clairs. Bonjour, commandant Cerdan. Merci de nous recevoir dans ce lieu emblématique qui est cette caserne donc de la présidence de la République, c'est ça? Et donc nous avons la chance de vous recevoir aujourd'hui pour revenir un peu sur votre parcours qui s'est concrétisé récemment par une énième médaille puisque vous êtes maintenant décoré de l'ordre de la Légion d'honneur en reconnaissance à votre engagement pour la patrie, pour la nation française. Alors avant de commencer par retracer ce parcours qui vous a mené du GIGN à la protection de la présidence de la République, est-ce qu'on peut vous demander de vous présenter succinctement ? Bonjour messieurs, merci de m'avoir invité à cette interview. Je suis franchement honoré. Eh bien voilà, je suis le commandant d'escadron Daniel Cerdan, retraité. J'ai une longue carrière militaire et si vous voulez, elle a débuté dans ma jeunesse en allant à 17 ans. Donc mes parents, on est rentrés d'Algérie en 1956. Nous sommes allés dans le sud et en fait, toute ma jeunesse, si vous voulez, j'étais attiré par les petits soldats, les châteaux féodaux. Et en fait, toute ma vie a été bercée par l'armée. J'ai toujours été attiré par... Donc à 17 ans, j'assiste à l'enterrement du général de Gaulle. Et au fur et à mesure des années, si vous voulez, le jour où je suis au lycée et à chaque fois que je suis sur une passerelle, j'ai toujours une passerelle à traverser pour aller au lycée. Je regarde les trains partir parce que mon papa a beaucoup voyagé. Je me dis un jour je serai dans ce train et j'irai loin. Et le jour donc où je suis appelé sous les drapeaux, donc en avril 1974, je rentre dans l'armée. Donc j'ai un bac technique, j'ai déjà un poste dans un lycée technique pour être prof dans un CET de chaudronnerie. Je pars à l'armée en ayant déjà un poste dans l'éducation nationale. Et quand j'arrive dans l'armée, je me sens chez moi. On fait du sport. Il y a la discipline, il y a la rigueur, il y a la passion, il y a la patrie. Et pendant un an, donc je fais le cours des élèves gradés. Je termine maréchal des logis appelé. Et là, je me dis, j'avais un capitaine qui m'appréciait parce que dans la ville, quand vous êtes en toute humilité, classe, que vous aimez ce que vous faites, la passion qui doit nous porter tous, le capitaine me dit, engage-toi, Cerdan. Je m'engage et je passe maréchal des logis engagé. Je choisis les hélicoptères parce qu'à l'époque, à mon époque, avec un BEPC, on pouvait être pilote d'hélicoptère. Donc je fais mon année, 3 ans, mais là je me dis, je suis sportif, je suis quand même un footballeur, pas de haut niveau, de moyen niveau, et j'adore tout ce qui est escalade, un peu commando. Et mon commandant me dit, mais pourquoi tu vas pas en gendarmerie? Et je dis, oui, pourquoi pas. Et là, à l'époque, je quitte le vendredi l'armée et le lundi, je rentre en école gendarmerie parce qu'il n'y avait pas d'examen. Je changeais de corps. Et quand j'arrive dans l'école gendarmerie, j'arrive chez moi. Je sors 5e sur 110 avec les félicitations du colonel. Je suis muté à l'escadron parce que je suis sportif de l'escadron de gendarmerie mobile de Cherbourg. Et là, dès que j'arrive, le capitaine me voit parce que souvent, quand on est dans les premiers, on prend les escadrons du Sud. Et moi, je prends Cherbourg. Beau, joli port de pêche. J'arrive à Cherbourg et là, je suis pris dans l'équipe cross, dans l'équipe course orientation, dans l'équipe commando. Et au bout de 6 mois, en escadron, le capitaine me dit « mais vous êtes un extraterrestre » parce que je sais déjà que je veux rentrer au GIGN. Donc au bout de 2 ans, le capitaine sait que je veux aller au GIGN, un appel de volontaire sort et il me marque tout de suite. Je passe les tests et je sors 6e sur 60. Et là, 14 ans au GIGN. Donc au GIGN, on arrive toujours gendarme. Ça vous permet de connaître le stress. Pendant 5 ans, je suis à l'assaut, donc dans le groupe d'assaut. Vous passez chef au bout de 5 ans et vous terminez chef de groupe. Ça fait que vous connaissez tous les rôles du groupe d'intervention et du gendarme du groupe d'intervention. Donc je suis tireur d'élite de jour, tireur d'élite de nuit, avec un FRF1, avec un intensificateur de lumière. Je suis NEDEX, neutralisation. Donc c'est moi le matin à 6h qui passe l'explosif. Et à 9h, vous savez que c'est de 9h à 21h qu'on intervient. Et ensuite, si vous voulez, quand vous quittez le GIGN, vous dites, mais que faire après? Et en fait, oui, on peut faire des choses quand on a cette passion militaire. J'aurais pu partir dans le civil. Vous savez, l'apport,
on se dit souvent dans le civil, il est certain que vous vendez un salaire plus. Et non, moi, ma passion, c'est l'armée, et donc je choisis la garde républicaine. Et là, c'est un bonheur. Je vais au cabinet du ministre de la Défense pendant 5 ans, sous M. Charles Mignon et Alain Richard, qui m'honore avec l'Ordre national du mérite, qui, lorsqu'il me la remet, je suis fier parce qu'il me dit merci pour votre professionnalisme et votre bonne humeur. Mon colonel, qui s'appelle le colonel Puyou, me dit Cerdan, vous passez lieutenant, est-ce que vous voulez retourner au GIGN? Je dis mon colonel, je ne suis pas Jean-Paul Belmondo, je ne vais pas rester accroché jusqu'à la fin de mes jours sur un hélicoptère. Il me dit qu'est-ce que vous voulez faire? Et là je lui dis j'aimerais bien partir en étranger. Et je pars 2 ans à l'école gendarmerie ivoirienne comme responsable du bureau organisation moyen examen. Donc je gère 600 élèves ivoiriens l'emploi du temps et je fais passer les examens. Donc 30 élèves officiels. Au retour, je suis toujours en contact avec mon colonel qui passe général ressources humaines. Et en fait, en 2003, la gendarmerie passe avec le Six Hour, on change d'arme. Et en fait, il me dit Cerdan, je pense à vous pour commander l'Élysée parce qu'il y a 250 gardes. Quand vous changez d'arme, vous devez tirer 50 cartouches. Et on passe, vous savez, à ce bâton, le BPT, bâton de protection télescopique. Vous devez faire 8 heures en gendarmerie avant d'avoir l'examen. Donc je suis monté à l'Élysée pendant 3 ans. Et pendant 3 ans, si vous voulez, je fais 6 mois à l'ONU pour la protection des ministres de l'opposition de M. Gbagbo, en Côte d'Ivoire. Et au bout de ces 3 ans, si vous voulez, je reçois un coup de fil de mon colonel de la garde républicaine qui me dit Cerdan, tu ne me dis pas tout. J'aime bien, je vous en parle un peu, mais c'était assez sympa. Je dis, mon colonel, je vous ai demandé de faire une 4e année à la CSPR, parce qu'on y est bien. Donc j'avais mon bureau, les membres de l'Élysée sont à 50 mètres, j'ai mon appartement dans cette caserne. Il me dit, non, tu es en phase 2 de mutation. Je dis, ah bon, et pour quelle mutation? Il me dit, conseiller technique auprès des affaires étrangères. Donc il me dit, tu réfléchis? J'ai dit, mon colonel, oui. Et donc je passe 3 ans aux affaires étrangères où je gère les 300 gendarmes. À l'époque, c'était 98 enceintes diplomatiques dans le monde. Et donc je rejoins les affaires étrangères, j'ai 25 missions où je fais Khartoum, Moroni, tous les pays un peu à risque. Et à la fin donc de mes 3 ans, je termine encore 6 mois à l'ONU, où je fais donc toujours la protection des ministres de l'opposition. Et ensuite, eh bien voilà, je suis happé par l'ONU à la retraite en 2010. Et en 2010, vous me posiez la question, messieurs, en 2010, quand j'ai marqué tout ce que je faisais dans ma vie, je pense que c'est pas mal aussi, vous, par rapport aux missions ou à votre avenir. Je ne sais pas pourquoi, le 1er mai 80, quand je rentre au GIGN, je marque tout ce que je fais. Je découpe, comme les enfants, des coupures de journaux. Et en 2010, sur les conseils d'une personne qui est dans l'édition, on me dit « Pourquoi tu n'écrirais pas un bouquin ?» Le bouquin, il était facile. J'ai sorti toutes mes archives. Et en plus, je dois vous dire quand même que pendant ma carrière au GIGN, j'étais le garde du corps de M. François de Grosso, chargé de mission auprès de M. Mitterrand. Et 1 semaine sur 5... Le côté sympa, c'est que vous mettez en costume cravate, vous êtes à l'Élysée, vous assurez la sécurité. Et malheureusement, cette personne que j'appréciais beaucoup, toute politique mise à part, eh bien, il se suicide à l'Élysée. Et il se suicide la semaine où il me dit Daniel, le chauffeur se fait opérer. Ça ne vous dérange pas d'être mon chauffeur garde du corps? Je lui dis, mais avec plaisir, monsieur. Et voilà, donc on avait un feeling qui était sympa, il m'appréciait beaucoup. Et donc voilà, ça c'était la petite parenthèse que j'avais oublié de vous dire dans toute ma carrière. Et en finalité, quand je vous expose ma carrière, vous vous rendez compte que en fait j'ai touché à tout. C'est-à-dire j'ai débuté, j'étais 2e classe, et au fur et à mesure, si vous voulez, je me suis éclaté dans tous mes petits grades, dans tous mes moyens grades, dans tous mes grands grades. Et aujourd'hui, la finalité, c'est que j'essaye de passer le flambeau et de dire aux gens que la vie est belle, qu'il y a des choses à faire. Et on vous remercie de venir passer le flambeau ici et de nous raconter ce parcours qui est très dense, puisqu'en fait vous avez touché à peu près à beaucoup de choses et à des choses différentes qui vont du terrain
à des choses un peu plus stratégiques, à des choses un peu plus managériales. On va revenir là-dessus peut-être. La première question, c'est pourquoi est-ce que vous vous êtes engagé là-dedans? Vous avez dit que vous avez fait un service militaire et de là, vous vous êtes senti à votre place dans l'armée puis dans la gendarmerie. Qu'est-ce qui a fait que, j'ai beaucoup apprécié votre expression, on me dit que je suis arrivé, c'était la maison. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes senti chez vous dans ce corps de métier? Pourquoi cette volonté de poursuivre dans les armes? Pourquoi pas être passé dans le privé? Parce qu'en réalité, avec l'expérience que vous aviez, vous auriez pu avoir une carrière dans le privé, dans la sécurité. Pourquoi cette passion pour l'armée? Eh bien, j'aurais eu une très grosse pensée pour feu mes parents. Ma maman qui était, jusqu'à 97 ans, qui était précieuse, toujours très classe. Et mon père qui m'a raconté sa vie, il a fait la guerre 40-45, et donc j'ai sur ma tenue, la mine que vous avez vue, j'ai sa médaille de combattant, parce qu'on est tous les deux anciens combattants. Et mon père était chauffeur d'un commandant, mécanicien, chauffeur. Et il avait cette rigueur, mon commandant. Et son commandant, il aurait aimé rentrer dans l'armée, mais comme il était déjà chargé de famille en Algérie, donc il n'a pas pu s'engager. Et son commandant l'adorait. Il lui disait, Joseph, restez dans l'armée, restez dans l'armée. Déjà, mon père m'a passé cette passion d'être au service de la nation, au service d'une personnalité, parce que j'ai toujours gardé, moi, c'est ce qui a fait un peu ma carrière, le respect de la hiérarchie. Et ça, c'est primordial. Et le commandant auquel il était chauffeur a terminé général. Et si vous voulez, j'étais bercé toute ma vie par... D'ailleurs, j'ai une histoire assez amusante. Mon fils, quand il partait passer son week-end chez ses grands-parents, mon fils me disait, quand il rentrait, je disais, t'as passé un bon week-end? Il disait, ben papa, j'ai passé mon week-end avec le commandant de Quinche. C'était l'autorité dont mon père était le chauffeur. Et si vous voulez, étant bercé dans cet environnement, quand on est rentré dans l'Algérie, si vous voulez, la France nous a accueillis. Et quand le général de Gaulle est mort, j'avais 17 ans, mon frère 19 ans, on avait ce respect parce que les parents, si vous voulez, ce qu'ils aiment chez les enfants, c'est la réussite. Moi, je termine, mon frère prof en université, moi je termine officier de gendarmerie, et on veut remercier le général de Gaulle. Donc on habitait Béthune et vous aviez une compagnie de bus à Lens qui offrait le voyage à Colombey-les-Églises gratuitement. Donc mon père appelle le patron de cette compagnie et il lui dit « Bonjour monsieur, j'aurais aimé avoir 2 places ». Et le patron de cette compagnie, j'étais là au téléphone, vous savez, le vieux téléphone, il dit « Monsieur, je suis désolé, il n'y a plus de place ». Alors mon père lui dit « Vous savez, j'ai mes enfants, mon fils 17 ans et 19 ans qui aurait aimé… » Et le patron de la compagnie lui dit « 17 et 19 ans ?» Il dit « Oui ». Il dit « Si voyage sur des strapontins, ça ne vous dérange pas ?» Il dit « Non, non, ce serait un honneur. » Et en fait, on fait le voyage, et c'est pas tout, messieurs. On s'en va ce voyage, je rencontre M. Malraux, je vois le général Massu, et là je vois déjà, moi, à mon époque, je vois… Et donc on est à l'enterrement, et donc je l'écris dans mon premier livre, où c'est le silence a aussi une sonorité. Et là, on est à la fin de l'enterrement, et avec mon frère, on se dit, il faut qu'on passe devant la tombe. Et on fait le tour du cimetière, et on suit une famille, et on arrive derrière le cimetière, et il y a un gendarme mobile. Le gendarme dit, non, vous ne pouvez pas passer. Et là, la dame dit, monsieur de Marseille, monsieur, on vient de Marseille, s'il vous plaît, laissez-nous passer. Et là, un gendarme qui est toujours intelligent, les laisse passer, on suit. Et en fait, dans le bus, mon frère et moi, on a été les 2 seuls à être passés devant la tombe du général de Gaulle. Et si vous voulez, ça a été magnifique pour mes parents parce que jusqu'à leur dernier souffle, mes parents remerciaient la France de tout ce que leur a remporté. Alors on comprend un peu mieux cette volonté de servir la France qui vous vient un peu du général de Gaulle en réalité. Alors pourquoi cette figure-là, cette figure tutélaire un peu du général? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentiez proche de lui? Vous nous avez dit être né en Algérie. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette période et ce rapport au général? En fait, je suis né en 53 et en 56, donc le médecin de maman lui dit il faut partir parce que ça va
ça va exploser. Et donc, si vous voulez, le fait de... C'est vrai que beaucoup de personnes en veulent au général de Gaulle d'avoir donné l'indépendance. Quelque part, si vous voulez, le fait que mes parents rentrent en France, mais ils rentrent pas par hasard, et vous allez être quand même étonné, mais mon père, contremaître, va à Valoris, le pays de Picasso. Il se retrouve contremaître d'une usine de fer forgé. C'est lui qui a inventé la glace soleil. Mais à l'époque, si vous voulez, on ne fait pas de brevet. Maman est comme gouvernante, donc du patron et de la patronne, qui en fait, comme je l'ai écrit dans mon premier livre, deviennent mes grands-parents. Et je vis dans un monde, dans une villa somptueuse à Valoris. Et si vous voulez, j'ai une vie à Valoris heureuse. Mon père est contremaître. Et un jour, le film Bienvenue chez les Ch'tis, mon père trouve un métier pas valorisant parce qu'il était déjà au top dans la création, mais il rentre dans une île à Béthune, dans le Pas-de-Calais, Bienvenue chez les Ch'tis. On monte dans le Nord, et en fait, pour faire court, mon père termine cadre dans cette usine. Donc, si vous voulez, quand vous avez des parents où mon père a évolué dans sa carrière, où ma mère a évolué, où elle a donné toute sa vie pour ses enfants. Maman n'a jamais travaillé. Elle a été uniquement gouvernante donc à Valoris. Et en fait, quand vous avez 2 enfants qui, à mes yeux, réussissent, on ne peut que, quand on donne l'indépendance à l'Algérie, mes parents, vous vous rendez compte, moi j'ai vécu une passion, mes parents ont vécu une passion aussi. Ils ont terminé une petite maison dans les Pyrénées-Orientales, et jusqu'à la fin, on a été heureux. Donc, si vous voulez, on se devait d'y aller pour... on était les représentants de papa et maman, mais on devait y aller pour papa et maman. Et on sent que vous êtes encore un peu ému quand vous parlez d'eux. Alors, peut-être revenir un peu sur votre parcours. Nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est quels sont les moments clés, 2, 3 grands moments qui vous ont marqué là-dedans, parce qu'en réalité, vous avez fait de l'international, vous avez été sur le sol français, vous avez agi dans le GIGN. Qu'est-ce que vous retenez, s'il y a 2 ou 3 moments qu'il faut retenir de cette aventure humaine, lesquels ce seraient, et qu'est-ce que vous avez envie de nous raconter aujourd'hui comme anecdote? Alors, vous allez être étonné, j'ai eu 15 grades, et à chaque fois que j'ai eu un changement, ça a été une passion, ça a été une évolution, ça a été... À chaque fois, je me suis éclaté. Je ne peux pas vous dire... la seule chose, à la limite, qui a marqué ma vie, c'est quand, au GIGN, quand vous êtes sur une intervention, vous avez une maison, vous avez trois façades où vous pouvez pénétrer dans la maison, vous en avez une qui n'est pas accessible, le groupe d'intervention se déplace, et à un moment donné, chaque groupe se met dans une entrée de... Et en fait, la chose qui m'a le plus un peu marqué, c'est que j'ai désarmé un forcené qui m'avait tiré dessus. Donc, si vous voulez, ça c'est le moment clé. Une fois dans votre vie, vous êtes face à un danger que vous devez résoudre, parce qu'au GIGN, c'est un travail de groupe, seul nous ne sommes rien. Après, on travaille en binôme, mais un jour, vous vous retrouvez vraiment face au danger, et c'est à vous de prendre l'initiative. Donc, vous cassez une vitre parce qu'il a ouvert 3 bouteilles de gaz. Vous cassez la vitre, mais avec l'énergie, avec la... C'est pas la peur, c'est le stress, parce que quand vous êtes dans une unité comme ça, vous gérez votre stress. Il me tire dessus, je ne m'en rends pas compte parce qu'il y a du plâtre, et c'est Philippe qui est en protection qui me dit « Marcel », ça a été mon surnom, Cerdan, champion du monde de boxe, il me dit « Marcel, fais attention, il te tire dessus ». Et vous vous rendez pas compte. Et ensuite, une fois qu'il m'a tiré dessus, j'ai cassé toutes les vitres, je parlemente, mais au moins 3 heures avec cette personne. Il s'appelle Jaime, J-A-I-M-E. Et je lui dis « J'aime ». Il faisait pas de la contrebande, mais il chassait sur des terres où il ne devait pas chasser. Je lui dis, on va pas finir comme ça, vous n'allez pas mourir, vous avez de la famille et tout. Et à un moment donné, je me mets devant la fenêtre et je lui dis, j'aime, je vais rentrer. Et le gars me répond, oui, vous pouvez rentrer, je vous connais. Parce que pendant 3 heures, il connaît ma voix. Et donc je rentre avec Bruno, l'officier qui est avec nous. Et au moment de rentrer, si vous voulez, je profite d'un angle mort et je le désarme. Et là, il fait ça parce qu'il croit qu'on va... Et je lui dis non, j'aime, c'est terminé. Et en fait, il avait 2 cartouches. Celle où il m'avait tiré dessus et celle où, je pense, il avait l'intention de se suicider. Donc, si vous voulez, c'est ce fait-là qui est marquant. Et le deuxième fait, c'est quand je suis dans la voiture avec le lieutenant Bruno et il prend dans la tête sur un flagrant délit de hold-up. Et donc, mais il est quand même vivant grâce... toujours au docteur et l'infirmier à qui je rends hommage aussi,
parce qu'ils sont sur place et qu'ils le mettent en PLS et qu'il est sauvé. Donc il y a des moments de grande adrénaline en réalité, et il y a des moments où il y a une tension d'atmosphère, puisque vous avez géré la sécurité du palais de l'Élysée. Pouvez-vous nous raconter un peu cette expérience et en réalité comment ça se passe? À quel moment vous avez pris vos fonctions, il me semble, entre 2003 et 2006, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette responsabilité? Là, on est dans cette caserne où vous avez exercé ces fonctions. Racontez-nous un peu de quoi il s'agit. Eh bien, en fait, il y a une opportunité. Donc, je suis à la compagnie de sécurité de présidence de la République. Il est certain que quand le général qui est des ressources humaines, il dit Cerno, j'ai pensé à vous sur un portage. Alors, c'est un terme vraiment militaire, portage, pour la sécurité, la compagnie de sécurité de présidence de la République. Ça représente 250 gardes. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a le passage, on change d'armement, donc on est obligé de former 250 gardes au tir. Donc comme étant spécialiste tir, GIGN et toute l'expérience que j'ai sur l'armement et sur le BPT, donc le bâton de protection. Donc on me mute, mais à l'Élysée, il faut savoir que vous avez une sécurité palais et vous avez la sécurité autour, c'est-à-dire c'est à moi de m'occuper administrativement de ces 250 gardes. En sachant que sur les 250 gardes, vous en avez, la majeure partie sont à la sécurité. Le premier rideau à l'Élysée, ce sont des policiers extérieurs. Ensuite, vous avez le contrôle. Ensuite, vous avez les gardes qui sont dans le palais auprès de monsieur et de madame. Et vous avez un pool auto. Et si vous voulez, je les gère administrativement, tous les stages, et pendant 3 ans. Et alors, c'est un palais difficile à protéger, le palais de l'Élysée, où en réalité la mécanique est bien rodée, huilée. Comment ça se passe? Parce que c'est un palais qui est en plein cœur de la ville. C'est pas quelque chose, c'est pas comme Versailles qui avait été conçu pour des objectifs de sécurité, pour sortir le roi d'éventuelles tensions. Le palais de l'Élysée est quand même au cœur de la ville. Comment est-ce qu'on fait pour protéger un bâtiment aussi important qui est au milieu de la tempête? Eh bien, vous savez, on applique. Vous avez une progression dans vos études. Quand vous rentrez dans l'armée, on vous apprend le guide de raisonnement tactique. Et un guide de raisonnement tactique, ça vous permet de vous poser toutes les questions. Et quand après vous rentrez dans l'armée, j'étais ravi de choisir après le GIGN, comme je vous disais, la garde républicaine, parce que la garde républicaine, c'est honneur, patrie. Et un peu comme ce que je vais avoir sur ma Légion d'honneur. Et en fait, tout est carré. Et donc, si vous avez ces carrés, vous avez des étapes. Et là, actuellement, si vous voulez, oui, le palais de l'Élysée, vous avez des sécurités, vous avez... En plus, je connais bien parce que de temps en temps, je montais la garde une fois par mois avec un détachement. Et donc, je peux vous dire que technologiquement et humainement, la sécurité est bien faite. Et c'était votre travail avec ces 250, c'est des policiers ou c'est des gendarmes? Alors, vous avez la sécurité du palais de l'Élysée, c'est la garde républicaine. La garde républicaine. Tous les palais nationaux ont un commandement militaire, l'Assemblée nationale, le Sénat, et ce sont la garde républicaine qui monte la garde. La garde républicaine qui est un corps de gendarmes. De gendarmerie. Absolument. Et il y a autour donc la police nationale qui s'occupe des... Premier rideau extérieur, c'est la police. Et dès que vous entrez dans c'est la garde républicaine qui prend c'est le service contrôle. Et vous administriez donc la garde républicaine et la police ou... Ah non, moi, ici vous avez un administratif sur le matériel, sur l'effectif humain. Tout se passe ici. Et à l'époque, si vous voulez, le bureau était à Nanterre, 1er régiment d'infanterie. Et toujours donc, ce colonel général des ressources humaines a commandé la garde républicaine. Et donc j'habitais ici et je lui rends hommage parce que le général Puyot, un grand monsieur, je lui ai demandé, mon général, ce serait peut-être mieux d'avoir le secrétariat à 50 mètres de l'Élysée. Et en fait, grâce au général Puyot, commandant la garde républicaine, on a, ce que vous voyez là, ça a été créé à mon époque. Génial. Y a-t-il eu des moments un peu tendus dans cette sécurité du palais de l'Élysée? Est-ce qu'il y a des moments plus compliqués que d'autres? Ou alors est-ce qu'en réalité, tout ça est de l'ordre du fantasme et ça se passe plutôt bien? Il n'y a pas d'incident à déplorer? Non, tout est carré. Il y a un protocole, tout est vraiment carré. Par contre, j'ai une anecdote, messieurs, qui est assez marrante. C'est que quand je pars à la garde républicaine, pendant 1 an avant de rejoindre le cabinet humilié de la Défense, je pars avec un détachement et vous avez 2 gardes. On part avec un détachement de la garde républicaine, il faut savoir, mais ce n'est pas un secret,
il y a toujours une sécurité, une réserve d'intervention s'il y a un problème. C'est primordial. Et quand je monte ma première garde, c'est assez amusant. Donc j'ai un bureau magnifique à l'Assemblée nationale. Mon adjoint arrive, il me dit, mon adjudant-chef, j'étais pas envoyé. On a un problème. Et là, je me dis, on a un première garde, un problème. Et je me dis, mais qu'est-ce que ça peut être ce problème? Vous arrivez à 42 gardes et vous changez vos literies. Il me dit, il manque une théorie. Et là, je me dis, quel bonheur. Si je dois avoir ce genre de problème en étant la garde républicaine, c'est que je risque de vivre longtemps. C'est que la vie est belle et tout va bien. Alors j'imagine que le GIGN c'était un peu moins lisse que la garde républicaine. En réalité, est-ce que vous pouvez expliquer aux étudiants en sciences humaines qui ne savent pas forcément ce que c'est exactement le GIGN? On a tous un peu le fantasme du groupe d'intervention en cas de prise d'otage, en cas d'attentat également. En réalité, qu'est-ce que c'est que le GIGN et quelles sont ses missions? Est-ce que c'est uniquement ce genre de situation très très tendue ou est-ce qu'il intervient dans d'autres cadres? On sait qu'il y a les groupes de négociation également, il y a des négociateurs dans le GIGN. En quoi ça consiste? Alors il faut que vous sachiez, quand on rentre au GIGN, on fait de vous d'abord un professionnel. C'est pour ça que la formation au GIGN, comme je vous disais, ça dure 1 an. Mais on vous forme aérien, terre et maritime. C'est-à-dire que le gars, quand il a fait son année au GIGN, dans tous les domaines, parachutisme, escalade, montagne, parce que vous savez qu'un tir sur sol et un tir en montagne est complètement différent. Maritime, eh bien on fait des entraînements maritimes, quant au terrorisme maritime. Et donc aérien et terrien, ben c'est la prise d'otage dans un bâtiment et tout. Et au bout d'1 an, on fait de vous un professionnel. Et quand vous devenez professionnel, c'est-à-dire qu'on vous a instruit dans tous les domaines, parce qu'il y a des règles, on reviendra tout à l'heure sur M. Trump qui a failli, il y a des règles, il y a des gestes, on vous apprend toutes les techniques dans toutes les situations. Et s'il y a une situation que vous ne pouvez pas gérer, c'est là dans votre formation où vous avez le déclic et vous vous dites « je vais trouver la solution ». Je prends toujours cet exemple, messieurs. Est-ce que vous pensez qu'un boulanger, le matin, quand il fait son pain, il se dit « je vais le louper » Ben c'est ça être professionnel. Et après, quand vous êtes devenu un professionnel au GIGN, quand vous partez sur une intervention, jamais vous vous dites « est-ce que ça va marcher ?» Mais non, c'est impossible. Ça fait que ensuite, bon moi j'étais à l'Inter, et aujourd'hui on était 50, aujourd'hui vous avez une machine de guerre qui s'appelle le GIGN, vous avez la force d'intervention. Chacun sa spécialité. À l'époque, quand on recevait le Delta Force et les SEAL Team 6, ils avaient déjà des cellules. Moi, à mon époque, dont je vous dis, j'étais tireur d'élite de nuit, 2 jours, j'étais NEDEX, j'étais franchissement, j'ai fait le monitorat commando. Eh bien, aujourd'hui, vous avez la force d'intervention. Vous avez la force protection. Cette force protection fait la protection des autorités militaires, civiles. Le chef d'état-major des armées, le général Burkhardt, est gardé par la force protection civile. Et cette force protection va aussi dans les ambassades qui sont à risque. Bien sûr. Ensuite, vous avez la force observation-recherche. Cette force observation-recherche, elle a bien son nom. Quand vous avez des enquêtes qui se font en province, de brigades des recherches, des sections de recherche, ils ont besoin de matériel sophistiqué. Ouais. Les écoutes... comme pour M. Trump, il y a le drone. Et en fait, on envoie ces personnes qui peuvent arrêter, et même dans l'enquête, excusez-moi, même dans l'enquête, si vous voulez, ils peuvent intervenir parce qu'ils ont déjà une formation de commando, ces gens-là, aussi d'intervention. Et ensuite, à rejoindre depuis 2021, cette force antenne GIGN, ça fait que le général Réty, qui commande le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, il a sous ses ordres 1000 hommes qui aujourd'hui, il est autonome. À notre époque, à mon époque, quand il y avait une intervention, c'est la direction générale de la gendarmerie nationale qui vous mettait en route. Aujourd'hui, c'est le général, avec tout son état-major, qui décide si on peut faire une intervention à tel endroit, qui décide si on envoie une antenne GIGN, si c'est du niveau d'antenne GIGN, ou si c'est du niveau du groupe d'intervention. Donc il y a... évidemment, cette question de sécurité, d'ambassade à risque. Vous avez été à l'international. On garde en tête l'exemple récent de l'évacuation de l'ambassade d'Afghanistan, l'ambassade de France en Afghanistan et tant d'autres exemples comme ça. Alors,
Comment est-ce que ça se passe une intervention à l'étranger, à l'international? Parce que j'imagine qu'en France, c'est peut-être plus simple, on peut agir dans un cadre où on connaît à peu près les éléments qui nous entourent. Est-ce qu'à l'étranger, c'est plus compliqué? Est-ce qu'il y a des difficultés plus importantes quand on agit en tant que GIGN à l'étranger? Est-ce que d'ailleurs on agit de façon discrète ou est-ce qu'on agit de façon ouvertement GIGN? Comment ça se passe pour les interventions à l'étranger? Vous savez qu'une ambassade, c'est un territoire français. Et quand vous avez une ambassade, où j'ai passé 5 ans quand même en Côte d'Ivoire et le coup d'État de 2002, si vous voulez, les relations, même quand elles sont tendues, vous avez toujours des relations avec la présidence. Et quand vous avez une ambassade, d'ailleurs, on peut dire les affaires étrangères, à l'époque, il y avait le service sécurité diplomatique, maintenant c'est une direction de service diplomatique. La France, quand il y a eu ce coup d'État, a beaucoup sauvé des personnes dans d'autres ambassades. Le rapatriement à Licorne, à Port-Bouët, a été fait par la France. Et en fait, il y a des arrangements collatéraux. Et en fait, la France peut envoyer ses troupes pour sauver leurs expatriés. Et en fait, ça se passe toujours bien. Mais quand la France intervient dans un pays, c'est qu'elle a déjà l'autorisation du pays pour pouvoir intervenir dans le pays. Il y a des situations, ça s'est passé d'ailleurs, excusez-moi Almine, ça s'est passé en Ukraine. Absolument. En Ukraine, si vous voulez. Quand vous avez des expatriés, et d'ailleurs c'est comme ça que quand j'étais en Côte d'Ivoire, eh bien oui, j'ai été avec l'attaché de défense sur des points d'expatriés qui étaient menacés par les manifestations. Et on avait l'aide, parce que non seulement vous avez le convoi français, mais vous avez aussi les autorités, on avait la gendarmerie ivoirienne qui nous accompagnait aussi. Bien sûr. Puis il y a des prises d'otages parfois qui sont faites. On pense aux journalistes français qui sont souvent victimes de prises d'otages. Est-ce que là encore c'est du ressort du GIGN? Est-ce qu'il lui arrive d'intervenir dans ce genre de mission? Comment est-ce qu'il intervient? Est-ce qu'il a le temps de se préparer? Ou alors est-ce qu'on vous forme à intervenir dans l'extrême urgence? Est-ce que vous avez excusez-moi de la caricature, mais un kit que vous dépliez de bonnes pratiques à mettre en place? Ou alors est-ce qu'à chaque fois vraiment ça dépend de la situation et vous vous adaptez? Et est-ce que la question aussi qu'on se pose, c'est quelle est la marge d'autonomie des troupes du GIGN? Est-ce qu'en réalité, il faut toujours se référer à une hiérarchie au-dessus ou est-ce qu'on a une marge de manœuvre décisionnelle dans le feu de l'action? Comment ça se passe? Le patron, c'est le général Réty, au national et à l'international. Au national, donc tout le territoire de France et nos pays, donc France et ultramarine. Et ensuite, 2 fois, donc je ne vous donnerai pas de détails sur l'intervention, mais 2 fois, on a fait escale au Caire, à Djibouti. 2 fois, quand le pays vous demande votre aide, eh bien, on s'est déplacé, on est parti avec Air France, qui a toujours été un partenaire du GIGN. On est parti en avion, et quand le pays n'est pas en mesure de pouvoir faire une intervention, eh bien, ils appellent le GIGN et on intervient à l'international. On se souvient de cette intervention iconique du GIGN en Arabie Saoudite, lors de la prise d'otage de la Mecque. Et cette intervention qui, je crois, a marqué le monde et a montré cette compétence française qui est celle de l'intervention rapide. Et donc, pour revenir à cette question de l'autonomie, est-ce que parfois on n'est pas un peu voué à soi-même? Parce qu'on ne peut pas toujours se référer à sa hiérarchie. Est-ce qu'on a toujours les moyens de communication pour le faire? Dans ce genre de cas où on se retrouve seul, vous avez parlé de la situation où vous avez désarmé un homme qui vous tirait dessus. Dans ce genre de moment, on se retrouve seul, voué à soi-même. Qu'est-ce qui se passe dans notre tête? Qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce qu'on se dit j'ai été formé à ça? Est-ce qu'il y a de la peur et comment est-ce qu'on la contient cette peur? Si vous permettez, ami, je voudrais redire sur la Mecque, Ouais. où quand on avait interviewé le capitaine Barine, on lui dit mais vous étiez à la Mecque? Il dit je n'y suis pas allé, mais je ne suis pas prêt d'y retourner. En fait, on ne peut pas tout. Non. Amis, aujourd'hui, messieurs, on a une alerte 30 minutes. Même de 30 minutes, je peux vous dire s'il se passe quelque chose, on est à moins de 20 minutes, parce que vous savez que c'est 20 minutes. Aujourd'hui, on doit intervenir à moins de 20 minutes s'il y a un problème divers en France. Je peux vous dire qu'à Versailles, en 15 minutes, le groupe d'alerte est parti. Après, vous avez une alerte de 2 heures. Aujourd'hui, quand on reçoit l'ordre, la communication, aujourd'hui, messieurs, mais c'est magique. Aujourd'hui, on donne un coup de fil au général Réty, on lui dit les gars sont déjà prêts. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Le temps, c'est l'instant T et on part tout de suite. Si c'est loin, l'avion est déjà un peu programmé, parce que c'est une machine, la direction de la gendarmerie nationale. Donc, si vous voulez, s'il y a une intervention à faire dans un pays, déjà, si vous avez
Les accords se font au niveau de la direction de l'armée nationale parce que c'est des accords diplomatiques. Mais une fois que le général Héritier a le feu vert, mais c'est parti. Il est capable de mettre pratiquement 200 personnes sur le terrain. C'est immédiat. Par contre, ce que je vous disais tout à l'heure par rapport moi avec le forcené, c'est que, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que vous avez 3 équipes qui sont sur le danger. Un jour, tout le monde n'a pas eu cette situation. Un jour, c'est vous qui êtes confronté à l'individu. Mais en fait, on a cette force donc d'entraînement, de professionnalisme, et on a cette force de négociation. Moi, si vous voulez, la négociation, aujourd'hui, si vous voulez, 80% des interventions de nos gendarmes départementaux, qu'il ne faut pas oublier, parce que le béton armé de la gendarmerie, c'est la gendarmerie départementale. Le gendarme qui, tous les matins, aussi prend ses risques. Et en fait, le déclenchement d'une intervention, c'est le gendarme départemental qui arrive, qui voit la situation, qui prend les mesures, les premières mesures. S'il voit que c'est vraiment dangereux, périmètre de sécurité, il rend compte. Et après, vous avez une échelle dans la dangerosité, psych-sabre. Mais sur le terrain, vous avez tout le monde. Vous avez les maîtres chiens, les DSR, qu'on appelle escadrons de sécurité routière, les motards, les TIC, les techniciens d'intervention de recherche. Et en fait, après, vous avez toute une organisation qui se met en place pour pouvoir résoudre un problème. Alors, évidemment, vous avez écrit 3 livres. Dans lesquels vous revenez sur ce passage au GIGN. On retrouvera ces livres en lien du podcast et on vous invite à les commander pour comprendre un peu avec force de détail toutes ces anecdotes que nous raconte le commandant et pour comprendre le fonctionnement du GIGN. La question qu'on a envie de vous poser, c'est vous avez voulu transmettre ensuite tout ce que vous avez fait, vous avez voulu le transmettre notamment à la jeunesse. Pourquoi cette transmission ? En réalité, vous auriez pu prendre une retraite tranquille, vous êtes du Sud, vous auriez pu aller au Sud et profiter de votre retraite. Non, vous êtes un homme aujourd'hui très engagé encore pour la transmission, pour faire vivre ces valeurs. Quand est-ce qu'on se repose ? Mais je crois qu'on l'a en soi. Et un jour, donc, pour parler intimement, je me suis dit, tiens, je vais tout arrêter. Mais ça m'a pris 5 minutes. Je vous l'avoue, ça m'a pris 5 minutes. Vous avez eu 5 minutes de retraite dans votre carrière, quoi. Parce qu'en fait, quand vous avez ça en vous, que vous êtes... on a 30 000 gendarmes en France, vous êtes président de Paris, on a un président par département, donc je suis président, et que vous avez donc... et je suis à la Flamme, et à la Flamme, je transmets. Ouais. Vous avez vu, Hamid, quand vous êtes venu à la Flamme, c'est transmettre. Souvent, je vais voir les jeunes. Et vous savez, j'ai toujours un bracelet bleu, blanc, rouge. Et je leur dis, quelle est votre passion ? Alors, il y en a qui ont une passion. Mais j'aimerais qu'il y en ait plus que ça, qui ait une passion. Parce que des fois, ils se disent, quand on est petit, on va être chauffeur routier pour avoir le beau camion. On va être pompier, on va être... Et j'adore transmettre. Grâce à la Flamme, ça me permet de transmettre mes livres. Ce que je peux donner, moi, comme conseil à tous les étudiants, fidélisez les gens que vous rencontrez. Vous voyez, Amine, on s'est rencontrés à l'Arc de Triomphe, on a fidélisé. Et je peux vous dire que j'ai 71 ans, j'ai fidélisé toute ma vie, j'ai semé toute ma vie dans la fidélisation et aujourd'hui je récolte. Et ça, on l'a en nous. Et partout où je vais, je peux vous dire que la fortune, c'est pas gagner de l'argent. C'est bien de gagner son argent, ça y contribue, mais c'est la santé. Et de pouvoir dire, comme j'ai dit à la secrétaire d'État, aux anciens combattants, la vie est belle. Ben oui, quand vous avez la santé et que vous êtes fier de votre carrière, vous êtes fier de vos parents, de vos enfants, ben vous déroulez tranquillement. Votre discours est plein de valeurs et la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la place de l'éthique dans une carrière comme la vôtre ? Quelle est la place de la moralité dans une carrière comme la vôtre ? Est-ce qu'il n'y a pas des moments où il y a des tentations d'être détourné du sens du devoir, de toutes ces choses-là ? Comment on fait pour rester un homme intègre quand on sert la France dans des conditions parfois difficiles, parfois face au danger ? Comment on fait pour conserver cette intégrité, cette force morale ? Eh bien, c'est l'ADN de papa et maman. Et l'ADN de papa et de maman, c'est l'éducation, comme je l'ai mis dans mon premier livre. Et c'est un conseil aussi que je vous donne
aux jeunes étudiants et les grands cadres que vous allez devenir. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est bonjour, s'il vous plaît, merci, au revoir. Aujourd'hui, ce qui manque, et ce n'est pas une critique, parce que moi je l'ai dit que je l'applique tous les jours. Je peux vous assurer que si vous appliquez l'éducation que vous avez eue, rentrer quelque part et de ne pas avoir honte, parce qu'aujourd'hui on a l'impression de dire bonjour messieurs, dames, on a l'impression que vous êtes un extraterrestre. Et je pense qu'aujourd'hui l'éducation est primordiale parce qu'elle se perd. Et si on applique cette éducation que papa et maman nous ont donnée, et aujourd'hui si vous la mettez encore plus en valeur, je peux vous dire que toutes vos portes vont s'ouvrir. Et le détail qui est important, j'ai commencé 2e classe. Toute ma vie, j'ai respecté ma hiérarchie. Ça ne me retire rien de dire mes respects, mon général. Éviter, parce que je trouve qu'on a perdu dans les valeurs de notre société. On est dans des sociétés et du directeur jusqu'à l'employé, tout le monde se tutoie. Je trouve qu'avoir une hiérarchie, ça permet que, Amine, si vous êtes le directeur, je trouve que, bonjour Amine, tu vas bien? Le jour où vous avez une réflexion à faire à un assistant, à un subordonné, c'est plus compliqué de dire, Daniel, ce que tu fais, c'est pas bien. C'est plus hiérarchique de dire, Daniel, je pense que vous devriez. Il faut, je pense, que chacun a sa place, chacun dans sa spécialité, on doit respecter. Il y a cette société qui devient de plus en plus horizontale, on perd ce sens du respect des aînés, d'abord, de ceux qui ont de l'expérience, de toutes ces choses-là. Est-ce que la gendarmerie est un corps où on conserve encore cette vision de la hiérarchie et du respect? Est-ce que la gendarmerie, c'est un lieu où ces valeurs sont encore conservées? Et est-ce que c'est pour ça aussi que vous vous y êtes senti à votre place? Ou alors est-ce que, comme tous les autres corps, c'est un corps qui commence à perdre ce sens de la hiérarchie? Est-ce que vous êtes critique vis-à-vis de ça, y compris dans votre propre corps de métier? Ou alors est-ce que c'est un corps de métier qui est plutôt épargné? Non, je pense sincèrement qu'il est encore épargné. Parce qu'en fait, la gendarmerie, je le dis souvent, c'est une grande famille. Et je peux vous assurer qu'il y a encore ce respect. D'ailleurs, quand vous faites les sondages, le gendarme, c'est toujours bonjour monsieur, gendarmerie nationale. Et en fait, on a un respect du citoyen. Et pire à la garde républicaine. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple, et ça c'est hyper important dans votre carrière, dans votre vie. Moi, à chaque fois que quelqu'un rentrait dans mon bureau, je me levais. Ce qui manque dans le monde peut-être un peu civil, c'est bien d'avoir des étudiants qui ont fait des grandes écoles, très bien. Mais il faut savoir qu'il y a une hiérarchie. Et je vais vous donner un exemple qui peut vous servir. J'avais quelqu'un dans mon bureau, quand j'étais au cabinet ministre de la Défense, j'avais un bureau magnifique, et il était nettoyé tous les jours. Et même quand la personne qui nettoyait mon bureau, qui était des Antilles, rentrait, s'appelait Polo, je me levais et je disais, Polo, un petit café. Et un jour, je reçois une carte de vacances, signée avec un nom, je me dis, mais qui c'est qui m'envoie cette carte de vacances? Et une semaine, 2 semaines, et un jour, Polo rentre et me dit, tiens, je vois que vous avez reçu ma carte. En fait, Polo m'avait envoyé une carte de ses vacances. Et ça c'est hyper important. Tout le monde a besoin d'exister. Sachez-le aussi dans votre vie. C'était une qualité de M. Jacques Chirac. Quand il rentrait quelque part, il allait serrer la main au caméraman, il allait serrer la main avant de... Et Polo, moi, cette carte m'a apporté autant que si ça avait été une de mes autorités qui me disent Cerdan, bravo. Et ça, c'est très important. C'est d'autant plus criant dans ce sens-là que dans l'autre, parce qu'en réalité, ceux qui nous sont supérieurs hiérarchiquement arrivent à se faire respecter, alors qu'en réalité, le respect, il doit également se faire du haut vers le bas. Et aujourd'hui, on voit que les gens qui sont dans le service, ceux qui s'occupent du nettoyage de nos villes, ceux qui sont dans des postes comme ça, sont en réalité très peu valorisés par les citoyens. Et en réalité, on ne se rend pas compte, mais quand quelqu'un jette un chewing-gum dans la rue, il y a quelqu'un derrière lui qui va le ramasser. Et il y a un manque de considération absolue pour ces gens-là. Et c'est important peut-être aussi de le rappeler ici. Et le respect, c'est pas que vers le haut, ça va aussi vers le bas. Alors,
on a envie de décrypter avec vous cette actualité qui est assez chaude, qui est celle qui s'est produite cette semaine, puisque nous sommes ici dans cette caserne de la présidence de la République, où la mission est d'assurer quelque part à la fois la protection du palais de l'Élysée, mais également la sécurité de Monsieur le Président de la République et à travers lui, la sécurité de nos institutions. Il y a eu une défaillance de sécurité aux États-Unis puisque on a réussi à tirer plusieurs coups de feu sur le président américain Donald Trump. Vous qui avez cette expérience de la sécurité de personnalités politiques et de personnalités de haut rang, et vous qui avez cette expérience ici à la présidence de la République, la première question qu'on a envie de vous poser, c'est est-ce que une telle chose aurait pu se produire en France ou pas ? Si vous permettez, j'aimerais commencer par, quand je suis à la Flamme, donc j'étais porte-drapeau le 11 novembre 2023, quand le président se présente devant moi, je lui dis mes respects, Monsieur le Président, et je lui dis... Monsieur le Président, la gendarmerie nationale protégera toujours le citoyen, ses biens, son gouvernement et son président élu par le peuple. C'est-à-dire que quand je rentre dans l'armée et en gendarmerie, je rentre aussi dans cette optique, c'est-à-dire que vous servez l'État. Aujourd'hui, donc, c'est pour vous dire aussi que le président est gardé par policiers et gendarmes du GSPR, et qui ont une formation extraordinaire et très tactique. Aujourd'hui, l'attentat qu'il y a eu auprès de M. Trump, mais je l'ai dit à la télévision, parce que comme maintenant, depuis 2015, les attentats, je passe souvent à la télévision avec mes livres et tout, j'ai dit je suis effaré par tant d'amateurisme. Quand je regarde ce film de la tentative d'assassinat de M. Trump, je me dis mais tout le b.a.-ba de la protection rapprochée, mais rien n'est appliqué. Alors concrètement, qu'est-ce qui n'a pas été appliqué ? Qu'est-ce que vous voyez de criant là-dedans ? Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'un homme ait pu, à 150 mètres d'un président potentiellement éligible pour les États-Unis, comment est-ce que c'est possible de lui tirer dessus ? Qu'est-ce qui a manqué à la sécurité américaine, qui pourtant est réputé, le Secret Service est réputé comme étant un des meilleurs services de sécurité au monde ? En fait, la première erreur, c'est le précurseur reconnaissance. C'est-à-dire qu'avant un déplacement, l'espace est magnifique où il y a M. Trump. Alors, vous avez une reconnaissance, précurseur. Le hangar, il a 150 ou moins de 150 mètres. Déjà là, vous avez un point sensible qu'il faut prendre en compte. Ça veut dire protection du bâtiment et protection du toit. Ensuite, la deuxième erreur, une fois que vous avez installé tout ce dispositif, les deux tireurs, vous en avez un à genoux et vous en avez un qui est accroupi, derrière son fusil. Comment voulez-vous assurer 180 degrés de surveillance sécuritaire quand vous avez deux lunettes? Imaginez-vous, vous avez une lunette et vous ne pouvez pas. Ça, c'est le premier point. Et ils sont trop visibles. Le deuxième point, quand il y a eu le tir, cette masse humaine qui vient avec les mains protégées, mais il y a la valise Kevlar. On plie l'autorité qu'elle fasse 1m80, on dit oui, mais il est costaud. Non, on m'a dit sur un plateau télé, oui, mais il est costaud. Non, vous pliez l'individu, vous faites corps, vous faites la protection de l'autorité, et derrière, vous dépliez ce fameux Kevlar et vous protégez. Alors et peut-être vous rappeler qu'est-ce que c'est que cette valise Kevlar. C'est un outil qu'on déplie et qui permet donc de protéger le... Alors pourquoi est-ce que les Américains n'ont pas utilisé ce dispositif ? Donc pour revenir sur la valise Kevlar, vous avez une petite mallette. Vous pensez que c'est une mallette, parce que vous avez des mallettes aussi où vous avez une petite mitraillette. Bien sûr. Et cette mallette, une fois que vous avez un problème, eh ben, vous la dépliez comme vous savez, ces tapis d'entraînement sportif. Vous la dépliez et ça, c'est le premier point. Pourquoi, Amine, je me pose la question. Le deuxième point, c'est que quand vous avez quelqu'un qui est toujours menacé, ben, qu'est-ce que vous faites ? Vous mettez une vitre par balle. On peut vous dire, oui, mais le président Trump, il ne veut pas. Négatif. Le secret de service a autorité sur un ambassadeur. C'est-à-dire que si l'ambassadeur n'écoute pas son service sécurité, il est en droit de faire sauter l'ambassadeur. Pour vous dire le pouvoir qu'a ce secret de service. Et le secret de service avec le président, c'est pareil. Donc quand vous êtes secret de service à la sécurité du président, et qu'en plus il a été président de la République, et qu'on vous met à sa sécurité, est-ce que vous avez vu cette fébrilité de la garde du corps qui a du mal à ranger son pistolet? Je peux vous dire que vous avez une formation d'intervention, et après moi je suis passé à la protection, puisque j'ai formé la protection des pays africains. Vous avez une pratique, vous avez des gestes clés qui sont réflexes. Et là vous avez exactement le film à passer
De ce qu'il ne faut pas faire. Qu'il ne faut pas faire. Et en plus, vous voyez, c'est un garde républicain qui me l'a rappelé, il a raison. Toutes les forces de sécurité sont habillées en beige ou en treillis, ou, vous savez, toutes ces couleurs. Mais ce gars-là, quand vous regardez son CV, il est toujours habillé en militaire, il a la R15. Et quand vous voyez un gars qui est en beige sur un toit, vous pouvez très bien vous dire, mais c'est peut-être quelqu'un des forces spéciales, des forces de l'ordre. Parce qu'il faut savoir que l'AR-15, je vous donne juste un détail sur cette AR-15, c'est une arme qui a été faite en 1959 et qui a donné naissance au M16. Parce qu'aux États-Unis, la National Rifle Association, ils font la promotion de cette arme qui coûte $350 et ils font la promotion pour le loisir, pour le tir et pour vous défendre si jamais vous rentrez dans la maison. Et cette arme, elle est tellement internationale au niveau des États-Unis, ils ont fait le JR Junior 15, c'est-à-dire pour les enfants. Donc si vous voulez, comme vous disiez tout à l'heure, c'est le film qui vous montre tout ce qu'il n'y a pas à faire. Vous avez beau avoir une masse humaine, regardez Ronald Reagan, la vanne de Laurie fait passer entre tous les gardes du corps. Bien sûr. Et puis sur cette autorité du Secret Service, au moment où Reagan a été touché, ou au moment, par exemple, des attentats de 2001, on se souvient que le Secret Service n'a pas hésité à user de cette autorité, notamment vis-à-vis du vice-président qu'on a forcé à se cacher dans le bunker de la Maison-Blanche. Malgré ses réticences, ils l'ont soulevé tout simplement, ils l'ont déposé. Donc il y a cette autorité à avoir et on sent qu'il y a comme une impréparation, une fébrilité, parce que Donald Trump a le temps de dire « laissez-moi prendre mes chaussures », il a le temps de se lever, de lever le poing, de faire le spectacle, le show. Comment est-ce que vous interprétez ça ? Est-ce que c'est un manque d'expérience de la part de ce Secret Service, ou alors est-ce que c'est les pratiques qui sont pas bonnes ? Et qu'est-ce qui pêche de ce point de vue-là ? Alors, rien n'a pêché, je vais vous dire pourquoi. Quand vous avez 3 gendarmes qui vont sur un individu, par exemple Amine. Oui. On vient, vous demande vos papiers, vous commencez à bouger. Je peux vous dire que 3 personnes sur vous, monsieur Amine, si vous êtes vraiment énervé, c'est un minimum. Parce que 3 personnes, c'est pas suffisant. Et quand vous avez un individu comme monsieur Trump, qui est une force personnalité, qui est une force musculaire, vous avez beau mettre 5 personnes, on pourrait calculer combien il y a quoi. Il y a 6 personnes autour de lui. Mais malgré tout, la force qu'il a, monsieur Trump, et puis ce côté un peu spectacle, eh ben, il bouge, il lève la main. Et en fait, il nous fait un show que vous ne pouvez pas. Il perd même sa chaussure. Il paraît qu'à un moment donné, il dit let me take my shoes. Sa chaussure, on s'en fout. L'essentiel. Et là, le secret de service, mais ils auraient dû carrément l'extraire. Et le problème aussi, où ils n'ont pas pris en compte, c'est la tribune. C'est-à-dire, pour aller à la tribune, vous avez carrément un mur. Et quand vous avez quelqu'un en danger, je l'ai fait moi en Côte d'Ivoire, à Abidjan, on fait un gros sommet, avec bien sûr une personnalité qui est à risque. Ben, qu'est-ce que vous faites ? Vous mettez des gardes du corps assez éloignés. Souvenez-vous quand M. Hollande prend la farine dans le visage. Oui. Mais c'est inadmissible. C'est-à-dire que la sécurité aurait dû arrêter cette personne avant de... On se souvient de M. Macron qui a été giflé par un individu qui était, semble-t-il, royaliste. Et ce genre de choses, évidemment, c'est des manquements, mais on ne peut pas prévoir l'instabilité d'une personne. Là, on parle d'autre chose. On parle d'un homme qui est venu armé à 150 mètres d'un président américain. En réalité, comment prévoir ce genre de choses à l'avenir pour que ça ne se reproduise plus ? Et la question, c'est, en France, est-ce qu'on a de meilleures pratiques ? Est-ce qu'on sait faire pour éviter ce genre de choses ? Ou alors c'est des choses qui sont susceptibles d'arriver, y compris chez nous, et il ne faut pas avoir du mépris pour les Américains, c'est quelque chose qui aurait pu se produire ici aussi. Non, ce qui s'est produit là aux États-Unis, ça ne se produit pas en France. Ça, je vous l'assure. Il y a toujours un risque. Bon, à la télévision, j'étais un peu dur dans le sens où j'ai dit, oui, nous, on a des services de sécurité. Je connais bien, moi, la Force Protection et le GSPR, je peux vous dire qu'ils sont au top du niveau. Mais aujourd'hui, on est dans un monde technologique, vous le connaissez mieux que moi, messieurs. Le drone. Comment vous avez 2 milliards, j'ai cru comprendre qu'ils avaient 2 milliards de budget, le secret de service. Ne me dites pas qu'on ne peut pas avoir un drone aujourd'hui. L'arme, c'est la technologie. Vous avez un drone, vous survolez, vous voyez tout de suite l'individu sur le toit. Avec l'intelligence artificielle, le drone peut détecter... Attendez, 140 mètres, et en plus, à 140 mètres, 130 mètres, quand je suis en formation GIGN, j'ai un masque 49-56, vous n'avez même pas besoin de lunettes.
Et c'est pour vous dire que quand vous êtes un officier de sécurité, souvenez-vous de M. Hollande, il a à côté de lui quelqu'un qui est là et il voit la personne arriver. M. Hollande prend la farine. La personne qui est à côté, qui est un citoyen, il ne réagit même pas. Vous voyez ce que je veux dire? Après, c'est une question de formation et tout. Vous auriez eu un officier de sécurité à côté, vous pensez bien que déjà quand quelqu'un vient avec une vitesse qui est pas normale, à une allure qui est bizarre, tout de suite on va faire barrage. Et en plus, alors ce qui est plus terrible, c'est que vous aviez un réseau, ils ont un réseau radio, la police locale, qui n'était pas sur le réseau de la Secret Service. Comment voulez-vous que les gens qui étaient sur le meeting, qui disaient mais il y a quelqu'un là-haut, qui l'ont vu avec son arme, ils n'ont pas pu passer le message au Secret Service. Et ce qui est pire, c'est qu'il y a un policier qui est monté sur le toit. Et on me dit, ouais, mais quand même, il a pris un risque. Attendez, soit vous faites un métier, vous êtes policier et vous allez résoudre un problème, soit vous ne faites pas policier. Il y a un cafouillage en réalité de... Ah là, c'est un sketch, là. Franchement, je vous assure, quand vous regardez les images, c'est quand je viens sur le plateau, je me dis, mais on a toutes les réponses. Et puis c'est cette technologie, Amine. Et nous, en France, est-ce qu'on n'a pas cette difficulté, ou alors est-ce qu'on a trouvé une solution à ce problème qui est celui d'avoir en réalité deux corps différents, puisqu'on a le Secret Service et la police locale qui agissent, et on a vu qu'il y avait du mal à communiquer entre les deux. Est-ce qu'il ne faut pas harmoniser, avoir que le Secret Service ou que la police, ou comment faire pour que les deux communiquent? Vous nous avez dit qu'il y avait à la fois les gardes républicains et à la fois la police nationale. Comment vous faisiez pour faire communiquer les deux? Est-ce que les deux communiquent entre eux? Est-ce que c'est huilé comme processus? Ou alors est-ce que c'est comme aux États-Unis, la radio n'est pas branchée l'un sur l'autre? Est-ce que la communication est efficace? Vous avez dit le terme, Amine, tout est huilé. C'est-à-dire que sécurité, accompagnement, premier rideau de sécurité. Sécurité, recueil, mobile ou fixe. Vous savez ce qui me fait plaisir, hier à TF1, il y a une personnalité qui est intervenue et qui a dit exactement ce que j'ai dit 2 jours avant. Et ensuite, vous avez les contre-tireurs, c'est-à-dire les gars qui étaient sur les toits. La radio américaine des policiers locaux n'était pas sur le même... il suffit juste de prendre un canal. Je peux vous dire qu'en France, quand le président va en province, vous avez déjà toute la gendarmerie, le groupement qui est mis sur le terrain, avec tous les réseaux sociaux. Vous avez le précurseur du GSPR qui va sur le terrain. Et le précurseur est primordial. C'est-à-dire que dès que vous voyez un point sensible où il peut y avoir un tireur, où il peut y avoir quelqu'un qui agresse. Je vous donne juste un exemple, c'est pas un secret. Un carrefour, quand vous êtes en ville, vous avez un carrefour qui... Mais il y a du monde. Et tout est huilé. Tout en province, quand le président va en province... Ce que vous appelez le précurseur, c'est celui qui fait le repérage en réalité. Tout à fait. Le précurseur, c'est primordial. Et là, si vous voulez, aux États-Unis, le précurseur, comment ne pas prendre... En plus, l'endroit est magnifique. Vous avez la tribune, tout autour, c'est vert. Il n'y a qu'un seul hangar ou deux... À 140 mètres. Et c'est là où vous dites la routine. Et le plus terrible en gendarmerie, pour nos gendarmes départementaux, c'est la routine. Aujourd'hui... Avec ce que l'on vit, la routine doit être bannie. C'est-à-dire que vous devez être toujours, regardez, alerte. Regardez, M. Trump se fait agresser. Vous avez vu le nombre d'élus qui ont été agressés, même des colleurs d'affiches en France. On est en train d'arriver dans une société hyper agressive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus avoir le maillot de l'équipe sportive que vous aimez parce que vous tombez sur un groupe. C'est dramatique. On a vu la ministre Prisca Thévenot qui s'est fait agresser pendant les législatives, bien sûr. Il y a 40 ans, je vous le dis en toute simplicité et avec humour, il y avait la droite, la gauche et Georges Marchais. Ouais. Aujourd'hui, la démocratie, la liberté, vous avez vu notre Assemblée nationale. Ouais. Moi, je ne critique pas. J'ai un seul avantage, j'ai un droit, c'est quand je vote. Mais après, je sers l'État. Je suis fier d'avoir servi la France. Et je continue à la servir. Et puis il y a cette chose qui est transcendante quand vous prenez la parole, c'est que vous nous dites en réalité, et on le comprend, peu importe le président qui est élu, moi je sers la fonction de président, parce qu'à travers la fonction de président, c'est la France que je sers. Et ça, c'est ce qui ressort vraiment de votre discours. Et Amine, est-ce que je peux apporter de l'eau à votre moulin? Allez-y. Un jour, je passe à la télévision, et il y avait, je crois que c'était une sénatrice. Et je lui dis, vous savez, madame, j'ai travaillé gouvernement de gauche, gouvernement de droite. Je peux vous dire que j'ai jamais vu un conseiller, un membre du gouvernement,
faire 7 heures par jour. Ils font tous 12-14 heures. Ils arrivent tôt et ils partent tard. C'est-à-dire, quel que soit le parti politique, ils donnent tout ce qu'ils ont en eux pour la patrie. Et c'est important de le dire. Attendez, mais c'est primordial. Ne croyez pas que les gens vont au pouvoir pour le pouvoir. Mais vous verriez, ça travaille. J'ai fait moi le cabinet du ministre de la Défense. Le ministre, mais je pense à M. Alain Richard parce que ça a été le dernier, mais il n'arrêtait pas. Et quand vous êtes à la présidence, ils n'arrivent pas à 9h et ils ne partent pas à 16h. On a reçu pour Deep Blue d'anciens ministres à la fois français et internationaux et on sait cette charge de travail qui est liée à ce métier. La charge de travail en gendarmerie est importante aussi. Est-ce que le fait d'avoir des gendarmes fatigués, c'est peut-être aussi ce qui peut expliquer ce qui se passe du côté du Secret Service? Est-ce que le fait d'avoir des hommes qui sont épuisés, ça fait qu'ils... Non. Aujourd'hui, comme l'Union européenne, vous devez avoir 11 heures de repos. Ensuite, quand vous êtes en unité d'intervention, je peux vous dire qu'après, vous avez une discipline de vie. Moi, pendant 14 ans, j'étais vraiment en inter pendant 10 ans. Mais vous faites attention, si vous êtes en inter, si vous êtes d'alerte, mais vous n'avez pas à aller boire un petit apéro, vous avez une discipline. Et moi, toute ma vie, j'ai fait les 100 km de Millau, parce que j'ai fait plein d'amis. Moi, si vous voulez, j'étais curieux de tout. J'ai fait les 100 km de Millau, j'étais je faisais les crosses de semi, les 30 km. Si vous avez une hygiène de vie, eh bien, vous vous couchez tôt quand vous ne devez pas coucher tôt, Et aujourd'hui, personne n'est fatigué. Et aujourd'hui, je vous parle du GIGN, mais ils font des heures. Mais ils vivent une passion. Et on a besoin d'eux. C'est pas Amine qui va me remplacer parce que je suis fatigué. Mais ça n'existe pas. Et le secret de service, vous avez des équipes. C'est pas toujours la même équipe qui est avec. Mais bien sûr, il y a ces choses-là. Mais bien sûr. Alors, une dernière question sur votre parcours avant de vous poser une ou deux questions conclusives. Il y a l'actualité française, puisqu'on accueille le monde dans pas longtemps avec les Jeux Olympiques ici à Paris. Et d'ailleurs, on voit que la ville se transforme petit à petit pour accueillir tous ces gens-là. Vous avez participé à la sécurité des Jeux Olympiques d'Albertville en 92. Quand on accueille un événement aussi important et quand il y a des enjeux de sécurité aussi importants, en réalité, comment est-ce qu'on fait à la fois pour assurer la sécurité générale de tous ces touristes qui arrivent? Comment est-ce qu'on fait pour encadrer tout cela dans le contexte qui est celui d'un contexte de haut risque à la fois terroriste, de risque de tension politique également avec cette Assemblée nationale, de manifestations? Est-ce que dans ce genre de situation, les corps de l'État sont rodés, huilés, comme on aime à dire, pour maîtriser tous les risques? Comment on fait pour maîtriser tous les risques liés à ce genre de grandes manifestations? Alors, je reproche un peu aux médias ces messages anxiogènes. Je peux vous dire que moi, j'ai fait Albertville, 1992, magnifique. Donc, tous les sites déjà, pendant un an. Écoutez-moi bien, mais pendant un an, toutes les semaines, on partait 2 jours sur chaque site. On faisait un dossier sécurité sur chaque site. Tout était calculé, les escadrons. On a surveillé, on mettait des gendarmes pour la surveillance des travaux. Ensuite, j'ai fait la Coupe du Monde 98. J'étais responsable, champion du monde, 98. J'étais responsable des 600 stadiers. C'est-à-dire, vous aviez 150 stadiers dans chaque. Ça a été une organisation, mais magnifique, dans tous les domaines que vous venez de citer, sécurité. Et là, moi, j'avais 600 stadiers. Autour du stade, j'avais 150 judokas. Après, on prend la spécialité de chacun. D'ailleurs, entre parenthèses, quand vous me dites, mais vous arrêtez pas, non, je m'arrête pas. Sachez quand même que je suis chauffeur bénévole, chef d'escadron sergent Légion d'honneur pour les para-olympiques. Il n'y a pas de petit... chaque pierre, et je suis fier j'ai fait les Jeux Olympiques d'Albertville 98, je suis fier, c'est une fête, on fait les Jeux Olympiques, et je peux vous dire que je suis rentré dans cette organisation, j'ai eu des stages, vous verriez comme c'est expliqué, stages pour les voitures, on a des voitures spécialisées pour les personnes handicapées, tout est fait pour que les Jeux se passent magnifiquement. Bien sûr, maintenant, je comprends les chauffeurs de taxi, mais tout est mis en œuvre pour que les Jeux Olympiques se passent bien. Et moi, j'ai toujours été positif, mais ça va très bien se passer.
En plus, le GIGN, je peux vous dire qu'ils sont sur le terrain, les escadrons de gendarmerie mobile, les unités limitrophes de gendarmerie départementale, mais tout le monde, en plus les congés, bien sûr je tombe sur des camarades de GI, gendarmerie départementale, escadron, mais ils sont fiers de participer. Quand vous êtes à l'Arc de Triomphe et vous voyez 3 gendarmes mobiles de l'escadron d'Annecy, je discute avec eux, je vais avec eux, mais ils sont fiers, tout le monde est fier. Mais après, il faut avoir cette culture sportive, cette culture... J'ai fait aussi les Jeux de Barcelone. Je ne me rappelle même plus en quelle année c'était. J'y suis allé, c'était à l'époque de Buca à Barcelone. Mais c'est festif, c'est magnifique en Espagne. Et au milieu de cette festivité, il y a ceux qui gardent leur sang-froid, la gendarmerie, la police, et qui, avec la fierté de participer à tout cela, restent alertes de tous les risques. Et la sécurité est assurée. Et c'est assez à la fois émouvant et symbolique de voir que vous, avec la carrière que vous avez en tant que commandant du GIGN, avec ces médailles que vous avez, vous allez servir en tant que chauffeur bénévole pour les athlètes paralympiques. Et c'est, je crois, un joli symbole. Commandant, peut-être vous demander un mot conclusif pour nous dire d'abord ce que vous conseillez aux jeunes qui vous écoutent, et ils sont nombreux, et je suis sûr que votre parcours va les inspirer. Quels mots vous avez envie de leur dire, quels conseils vous avez envie de leur donner, et peut-être avant ce mot conclusif, nous parler un peu de vos livres, ce qu'ils renferment, ce qu'ils contiennent, pour inciter nos lecteurs à les prendre en main, nous raconter un peu comment est-ce que vous avez fait pour les écrire, et surtout comment est-ce que vous avez fait pour concilier la rédaction de vos livres, la promotion de vos livres à la télévision, et toutes ces responsabilités qui sont les vôtres. Mais je l'ai fait quand j'étais à la retraite, Amine. Ouais. Pensez bien que quand vous êtes d'alerte une semaine, 1 heure, 30 minutes, 2 heures, non, après, si vous voulez, ça m'a permis de dire aux jeunes de faire de l'éducation, de transmettre. Mais mes livres, oui, le premier, c'est ma vie, c'est l'Algérie, c'est papa, c'est maman. Mon premier saut en para, j'ai 700 sauts en para. C'est la peur du premier saut, parce que quand je dis aux gens faites un saut tandem, ils disent oh je vais avoir peur. Je dis ah bon, vous pensez que le premier saut que j'ai fait, moi, je suis arrivé la fleur à la bouche, non. Et puis ces photos avec monsieur Mitterrand, avec monsieur Chirac, avec madame Chirac, avec monsieur Quilès qui était ministre que j'ai gardé et qui aussi m'avait apprécié. Donc ces bouquins, si vous voulez, et comment, si vous voulez, j'ai eu Arnaud Beltrame pendant 1 an, je déjeunais au Metz avec lui, j'ai connu cette personne, et voilà, et c'est une éditrice qui me dit Daniel, vous ne pouvez pas écrire Et voilà, et dans ce livre, c'est la résilience. Il faut accepter notre environnement. Les gens oubliaient que ma liberté s'arrête où débute la vôtre. Ouais. Et c'est ça qui est important. On est chacun à sa liberté, et aujourd'hui, si vous voulez, on vous touche. Les gens se cabrent. Non, il faut pas oublier que ma liberté s'arrête où débute la vôtre. Et si vous voulez, dans ces livres, j'ai mis ça. Je vous donne un exemple. Dans le métro, je bouscule quelqu'un. Le gars me regarde, et c'est ce que j'ai mis dans mon livre. Tel un volcan, il me regarde qui va éclater. Je le regarde et je fais « Monsieur, je vous présente mes excuses ». Et là, vous avez un volcan qui s'éteint. Aujourd'hui, quand vous me parlez de sécurité et tout, la négociation... Et je terminerai par ça, Amine. Vous me demandez qu'est-ce qui est important. Bonjour, s'il vous plaît, merci, au revoir. Moi, tout ce que j'ai fait, quand j'ai débuté jeune gendarme, j'allais voir quelqu'un, je leur disais « Bonjour, monsieur, gendarmerie nationale, veuillez me présenter vos papiers. » Quand j'étais en stage, je disais « Dites, combien ça coûte, s'il vous plaît ?» Et aujourd'hui, si vous avez cette approche, c'est pas « Monsieur, votre papier, là, vous avez votre laissez-passer ?» Vous dites « Bonjour, monsieur, vous pouvez me présenter votre... » Vous voyez la différence ? Bien sûr. Et dans vos vies, dans vos futurs, gardez cette éducation. Elle est primordiale. Le sens du Tous les gens que vous allez connaître, ils diront « J'ai connu ces personnes, et moi je peux vous le dire, en toute humilité, mais j'en suis fier, j'ai toujours respecté ma hiérarchie, et j'ai toujours respecté mes subordonnés. » Vous voyez ici, et je parle de ce secrétariat, c'est le capitaine Jérôme, pour ne pas donner des noms. Ça fait 6 ans que je viens ici et je suis toujours accueilli. Il y a ce protocole, il y a cette bienséance et prendre soin des gens. Et la vie est belle. Merci, commandant, pour ce témoignage émouvant.
Je vous remercie beaucoup pour tout cela. J'invite nos auditeurs à regarder dans la légende et en bio les livres du commandant et on vous écrira, on reviendra sur sa vie plus longuement dans cette bio. N'hésitez pas donc à découvrir tout ce parcours dans ces livres. On vous remercie encore, commandant, pour votre témoignage. Mille merci. Merci Lorenzo, merci Amine. Merci La beaucoup. mer, des reflets changeants sous la pluie.